Merci. Merci, bonsoir. Merci pour votre accueil. J'espère que je vais être rejoint dans quelques minutes parce que c'était pas vraiment prévu comme ça, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de discuter donc ce soir un peu à la fois peut-être des points de convergence, mais aussi des différences quand même entre les deux extrêmes droites qu'on voit en France et en Allemagne, parce que il y en a beaucoup en fait des différences. Et puis dans un second temps, mais ça on en parlera tout à l'heure, c'est également tout le rapport aux médias, à l'information, parce que je suis journaliste et c'est des questions que je me pose beaucoup. J'ai d'ailleurs presque plus de questions que de réponses, et c'est pour ça que ça m'intéresse toujours de discuter et d'échanger. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit que certaines problématiques qui se posent aujourd'hui en Allemagne sont déjà des questions qu'on se posait compte tenu de l'antériorité du Front National en France il y a quelques années, en tâtonnant à chaque fois. Alors c'est vrai euh, on assiste à une poussée des extrêmes droites dans les deux pays, mais elle n'est pas de même ampleur. Elle n'est pas de même ampleur. Si on s'en tient juste aux sondages, j'aime pas trop parler toujours des sondages, parce que voilà, mais en tous les cas, sur les sondages d'intention de vote, pour faire un point, on est donc à 10 jours des élections européennes. En France, si on additionne la liste RN, Bardella et disons la liste Reconquête, on est à peu près à 38-40%. Voilà. En Allemagne, il n'y a qu'une liste d'extrême droite qui est celle de l'AfD. Elle est aujourd'hui autour de 15-18% des voix. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on compare les sondages, les intentions de vote dans les deux pays, on voit qu'il y a une grande stabilité, en tous les cas, depuis, on va dire, à peu près un mois, sur les intentions de vote concernant l'extrême droite en France. Ça bouge assez peu. Ça bouge derrière, ça bouge avec Glucksmann, ça bouge avec Valérie Hayé, mais en tous les cas, pour ce qui est de l'extrême droite, c'est assez stable. Côté allemand, c'est différent, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose, moi ça fait 8 ans que je suis en Allemagne, et avant j'étais chef du service politique en France, à Paris, donc je suivais bien les questions politiques, et je remarque qu'en fait, les sondeurs en Allemagne ont plus de mal à sonder, à évaluer l'extrême droite en Allemagne qu'en France. Je pense notamment, pour en avoir parlé avec un ou deux d'entre eux, que c'est dû au fait, là aussi, que l'AfD est un parti plus récent, un phénomène politique plus récent. L'AfD a été fondée en 2013, c'est un parti qui a 11 ans. Le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, est beaucoup plus ancien, il a été fondé en 1972, et même avec toutes les critiques et les doutes qu'on peut émettre sur les méthodologies des sondeurs, quoique sur les intentions de vote, c'est plutôt plus fiable que sur les autres sondages, mais ils ont quand même une antériorité qui leur permet de faire des corrections, etc., que n'ont pas les sondeurs allemands avec l'AfD encore. Voilà. Donc, côté allemand, ça fluctue davantage, à la fois pour cette raison que je viens d'évoquer, mais aussi pour une autre raison qui tient, ceux qui suivent ici, j'imagine nombreux et nombreux, l'actualité allemande le voient très bien, au déboire et au scandale à répétition et à une actualité totalement chaotique, en fait, qui entoure l'extrême droite allemande aujourd'hui. Et pour, voilà, en gros, pour rappeler, en l'espace de 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu, alors je ne sais pas dans quel niveau de détail je dois rentrer, mais en tous les cas, ces révélations du site d'information corrective au mois de janvier. Donc, vous savez, sur cette rencontre secrète qui s'est tenue à Potsdam, près de Berlin, entre quelques représentants de l'AfD. Tout ça a été organisé par le chef des identitaires autrichiens. Il y avait des personnalités, des néo-nazis, etc. Mais il y avait aussi quelques élus de l'AfD, dont le conseiller spécial Alice Weidel, la coprésidente du parti, donc c'est pas n'importe qui. Donc au cours de cette réunion qui s'est tenue, si ma mémoire est bonne, le 25 novembre 2023, a été discuté ce qu'ils ont appelé un master plan, un plan de... Tout ça est complètement fumeux, mais en tous les cas, l'idée c'était de dire, oui, si nous arrivons au pouvoir, peut-être nous pourrons procéder à une remigration, il faut appeler les choses par leur nom, une déportation en fait, de réaliser plusieurs millions de personnes qui pouvaient être à la fois des
des immigrés, mais aussi des citoyens allemands naturalisés, enfin des anciens, voilà, des étrangers naturalisés allemands, voire aussi des Allemands qui avaient pu prêter assistance à des réfugiés, à des migrants, etc. Quelque chose de tout à fait délirant. Là, ce qui a été assez étonnant en fait quand on regarde cette enquête du site Corrective a été un véritable choc en Allemagne. Hein, vraiment, d'ailleurs, ça a provoqué dans les semaines qui ont suivi des manifestations d'ampleur considérable, manifestations considérées par les spécialistes des mouvements sociaux comme les plus nombreuses de l'histoire, enfin, de la République fédérale, si on additionne le nombre de personnes qui y ont participé, à peu près 4 à 5 millions de personnes. Donc voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que au sein de l'AfD, finalement, il y a eu quelques... Bonsoir. Bonsoir. Ah, désolé de vous voir. Parler pour l'instant un peu de l'AfD, du Rassemblement national, vous allez enchaîner avec moi. Voilà. Je disais que ce qui avait été assez étonnant, c'est que je pensais que compte tenu de ce qui avait été dit, le parti, l'AfD, la direction, se distancierait de façon très nette par rapport à ça, en coupant, en disant c'est n'importe quoi, etc. En fait, pas du tout. Quand on regarde les réactions précisément qu'il y a eu effectivement donc, ce fameux conseiller spécial de Alice Weidel qui a été mis à l'écart, mais il n'y a pas eu de grande déclaration de Alice Weidel disant tout ça est n'importe quoi. Vous avez même eu des tweets ou des déclarations, ça et là, d'élus plus ou moins importants de l'AfD, disant qu'au fond, ils étaient tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Certains disant, oui, alors c'est peut-être pas aussi, on va peut-être pas aller aussi loin, mais en tous les cas, le concept de remigration figure dans notre programme, et oui, pourquoi pas. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que là où c'est intéressant, de mon point de vue, c'est que, et là c'est une grande distinction, ça va être un peu un fil rouge, je pense, de la soirée, mais des grandes différences avec le Rassemblement national en France, qui, depuis que Marine Le Pen en est la présidente, c'est-à-dire depuis 2011, ça fait 13 ans maintenant, mais ça s'est accéléré et intensifié ces dernières années, le Rassemblement national ne manque pas une occasion de montrer qu'il se dédiabolise, qu'il se respectabilise, qu'il se notabilise, choisissez les mots que vous voulez, parfois avec beaucoup de mauvaise foi, mais en tous les cas, visiblement avec un certain succès politique, alors que l'AfD, justement, c'était une occasion en or pour l'AfD de se dire on n'a rien à voir avec ces gens absolument horribles, qui veulent, voilà, et ça, ils ne l'ont pas fait, en tous les cas, ils l'ont fait de façon très, très confuse, et il n'y a pas eu de... Voilà, alors ils ont présenté 2 semaines après une sorte de papier pour expliquer quel était leur point de vue sur la remigration. Mais en fait, quand on lit dans le détail le papier, on voit qu'ils vont quand même très loin, quoi. Et donc, ça c'est intéressant, parce qu'on voit que quand ils ont l'occasion de se dédiaboliser, ils ne le font pas vraiment. Après, je m'arrête là, mais juste pour donner, parce que c'est le deuxième grande affaire qui est dans l'actualité par rapport à l'AfD ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne la tête de liste aux élections européennes, Maximilian Krah, vous en avez entendu parler sans doute. Alors lui, qui est... là aussi, c'est intéressant parce que, en fait, quand il a été... donc c'est quelqu'un qui est élu au Parlement européen depuis 2019, il vient de Saxe, c'est un ancien avocat qui a été pendant 16 ans militant à la CDU, donc le parti chrétien-démocrate de l'ancienne chancelière Merkel, voilà, qui a un parcours, ça existe à l'AfD, il y en a beaucoup qui viennent de la CDU, mais bon, lui, tout en venant de la CDU, il appartient vraiment à l'aile la plus radicale de l'AfD, et c'est intéressant parce que quand il y a eu l'année dernière le congrès où ils ont investi les candidats aux élections européennes, j'y étais, je me souviens, c'était sur 2 semaines, c'était à Magdebourg, fin juillet 2023, je crois, et c'était intéressant parce que, en fait,
si je me souviens bien, à un moment donné, donc à chaque fois, les gens peuvent, les délégués du Congrès peuvent candidater en fait pour des postes. Alors, et face à lui, si je me souviens, c'était un ancien colonel de la Bundeswehr qui, totalement inconnu, je crois, juste militant local de Spandau, à côté de Berlin, enfin dans Berlin, qui a dit je me présente pour être tête de liste. Et ce type-là, totalement inconnu au bataillon, alors que l'autre est quand même déjà député européen, etc., a fait 35% des voix, ce qui est beaucoup pour un inconnu. Et pourquoi est-ce qu'il a fait? Voilà, parce que déjà à l'époque, ce Maximilian Krah était considéré comme, enfin, était controversé à l'intérieur du parti, notamment parce qu'il y avait déjà des soupçons qui se sont révélés voilà, sur sa proximité avec le régime chinois. Et en fait, la direction de l'AfD, même des gens de l'AfD, visiblement, étaient assez embêtés qu'il y a quelqu'un, je ne me souviens plus, qui a utilisé l'expression qui est très juste, qui disait « ce type est une grenade dégoupillée ». C'est-à-dire qu'un jour, ça va nous exploser à la figure. Mais ils ont quand même validé. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'était il y a un mois et demi, où, vous vous en souvenez peut-être, en l'espace de 5 jours, le mardi matin, on apprend que le collaborateur parlementaire de Maximilian Krah, en fait, était un espion, enfin, présumé au profit de la Chine. Le mercredi matin, on apprend que 2 enquêtes sont ouvertes par le parquet de Saxe pour soupçon de financement illégal, le Krah en question étant soupçonné d'avoir touché de l'argent de sources russes et chinoises. Et on arrive au 27 avril, c'est ça, c'était 27 avril, samedi 27 avril, où l'AfD lance sa campagne pour les européennes. Ça se passe dans le Bade-Württemberg, à Donaueschingen. Et là, à cause de ce qui s'est passé pendant les 3 derniers jours, en fait, Krah n'était pas là, on lui avait dit c'est pas la peine de venir. Le deuxième sur la liste, qui s'appelle Petr Bistron, c'est ça, qui est député, membre du Bundestag, lui aussi soupçonné d'avoir touché de l'argent russe par un site d'information tchèque qui a été fermé après des révélations des services secrets tchèques en quelques semaines avant. Donc lui non plus, exit, il n'était pas au meeting de lancement. Le numéro 3 non plus, le numéro 4 non plus. On avait les 2 leaders de l'AfD qui étaient là pour ce meeting de lancement, qui était très bizarre. Moi j'y étais, il y avait beaucoup de manifestants parce que ça avait fait un peu de bruit dans la presse, mais même la salle n'était pas totalement pleine dans cette petite ville pas très loin de la frontière suisse. Et il y avait un pauvre numéro 5 ou 6 sur la liste, un pauvre député local du Bade-Württemberg qui visiblement n'était pas très préparé. Voilà. Tout ça donne l'impression, je m'arrête là pour vous donner la parole, mais donne l'impression d'un parti qui est en même temps assez peu professionnel, en tous les cas pour justement prendre de tels risques et avoir des personnages aussi contestables, aussi sulfureux pour se présenter à une élection qui est quand même importante. Voilà. Et là, c'est toujours des interrogations et des questions que je me pose et qu'à mon avis on se pose, c'est, on pourra y revenir, mais c'est aussi un parti qui s'est illustré par beaucoup de prises de position extrêmement radicales, de références au nazisme, etc. ces derniers temps. Alors il y a ceux qui disent, bah oui, mais vous voyez, il y a 6 mois, il était à 23% dans les sondages et aujourd'hui il est à 17%. Donc ça prouve que quand même, à force de révélations, etc., il recule. Et moi j'ai tendance à dire oui, peut-être, mais bon, c'est des sondages. Ce qu'on va voir, c'est que les élections européennes qui ont lieu dans 10 jours, le parti, s'il fait 15, 16, 17, 18%, il faut se souvenir qu'en 2019, il a fait 11%. Donc, il aura de toute façon beaucoup progressé. Alors, il n'aura peut-être pas vu son score multiplié par 2, mais même si, après tout ce qu'on sait depuis sur ce parti, il arrive à voir son score multiplié par 1,5, c'est quand même très inquiétant. Voilà, c'était mon premier propos et je vous passe la parole. Merci. Désolée d'arriver avec du retard. Je tiens quand même à vous signaler que je suis partie à 9h30 ce matin de Berlin et que j'étais coincée dans un train entre Mulhouse et... Non,
en fait, juste 5 minutes avant l'arrivée à la gare de Dijon, mais pour un incident de voie. Donc, on est resté 2h30 dans le train en attendant que la police les salue et tous les autres arrivent. Voilà. Je ne sais pas si on nous a présenté, si probablement ça a été fait, parce que pour lui dire que de toute façon, un correspondant étranger peut beaucoup mieux relater les choses qui se passent en Allemagne que quelqu'un qui vit en Allemagne. Je travaille donc pour Deutschland Radio, ce qui est un petit peu l'homologue de Radio France, mais puisqu'on est un pays fédéral, beaucoup plus petit. Nous, on est vraiment la petite pierre, comment on dit, Schlussstein, la petite pierre qui dans une porte fait pierre angulaire, puisque normalement les radios sont régionales, et nous on est 700 qui travaillons pour la radio nationale en Allemagne. Moi, je me dirais, effectivement, ce qui va être intéressant de voir, c'est si ça va nuire à la AfD. Je ne suis même pas sûre. C'est tellement... On se croyait dans un film de cinéma avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Oui, et c'est pas effectivement, c'est une tragédie ou un film d'horreur. Mais je ne suis pas sûre si ça va leur nuire ou ils continuent à dire, voilà, nous, on n'est pas un parti comme les Systemparteien, comme les anciens partis, comme on les voit comme, de toute façon, qui perdent aussi de voix. Donc nous, on n'est pas comme eux, et eux, ils essayent de nous trouver des choses. Donc, ça va être intéressant de voir si ça leur nuit ou non. En fait, on parle élection, on parle extrême droite, on parle médias. Moi, je serais bien curieuse d'apprendre comment ça s'est fait avec le Front National et puis le Rassemblement National en France, parce que nous, avec la AfD, qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, nous, dans les médias, on a fait un vrai processus d'apprentissage, comment traiter l'extrême droite, puisqu'on était habitué à relater des faits, à parler de ce qui se passait, mais dans un esprit de consensus. Et la AfD arrivait et elle rompait complètement avec tout ce qu'on connaissait jusque-là. Et je crois que les médias en Allemagne n'ont pas très bien réagi au début, puisque en fait ils découvraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Je vous donne un exemple, et tout ce qu'on parle de l'AfD n'est pas très élégant. Ils annonçaient des trucs au début, plus ils viraient à droite, vous l'avez raconté, plus ils publiaient des choses genre les immigrés en Allemagne, chaque jour il y a une femme allemande qui est violée par un immigré. Ce qui a fait scandale, donc ça a fait la une dans les journaux, il y avait beaucoup de critiques, bien sûr, en le vérifiant, on a constaté que ce n'était pas vrai, que c'était tout simplement un mensonge. Donc ça a fait la une des journaux, et le jour d'après, l'AfD disait « Ah non, mais vous avez mal compris, c'était pas du tout ce qu'on voulait dire », et alors, de nouveau, ils ont fait la une des journaux le jour d'après pour dire « Ah, en fait, non, c'est pas ça ». Du coup, ils avaient vraiment une couverture médiatique qui ne correspondait pas du tout à leur pourcentage de voix. Au début, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc, en fait, tous les médias ont dû faire un vrai travail en interne pour se dire, ok, comment est-ce qu'on les traite? Et bien sûr, comme tout s'est beaucoup accéléré avec les réseaux sociaux, on se dit, est-ce qu'on a le temps de vérifier? Mais les médias ont l'obligation de relater ce qui est vrai. Il y a un Wahrheitsgebot. Vous n'avez pas le droit de rapporter quelque chose dont vous savez que c'est un mensonge. C'est écrit dans le traité qui porte création, par exemple, à Deutschland Radio. Et donc, déjà, aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui travaillent dans l'unité de vérification de faits. Mais bien sûr, on est toujours coincé quand vous faites des interviews. Vous avez des unités de vérification derrière,
mais c'est très difficile de réagir pendant que quelqu'un fait une interview avec quelqu'un, un représentant de l'extrême droite, même s'il est très très bien préparé. C'est pas facile de réagir. Et après, il faudrait aussi parler de quels mots est-ce qu'on emploie, comment est-ce qu'on les traite, mais en fait, je ne sais pas si vous l'avez vécu en France ou si vous avez un souvenir de comment ça s'est passé au début avec le Front National, qui du coup, je crois que c'est pas développé, voilà, c'était peut-être un petit peu plus dans l'autre direction, mais avec le Front National au début, comment est-ce qu'on la couverture médiatique, c'était difficile, vous en avez beaucoup discuté. Oui, mais alors, absolument, et d'ailleurs, en venant ici, j'ai recherché un peu, je me suis aperçu que j'ai retrouvé une analyse parue dans Le Monde en 1985. 1985, c'est-à-dire le Front National venait de faire ses premiers scores, notamment à la municipale partielle de Dreux, en Eure-et-Loire, vous vous souvenez peut-être, en 1983. Et voilà. Et déjà à l'époque, alors c'était une analyse écrite par quelqu'un, si vous suivez un peu le franco-allemand, vous connaissez Daniel Vernet, qui était un grand spécialiste de l'Allemagne. Là, il avait écrit un peu sur la politique française. Et alors, il disait, et en parlant, j'en parlais à d'anciens journalistes du Monde au service politique, ils disaient qu'ils étaient assez fâchés contre ça. Il y a eu un grand débat dans le journal à cette époque-là, parce que Vernet a écrit, le titre de son analyse, c'est « Oublier Le Pen ». Oublier Le Pen. Et il dit, voilà, il était partout sur les plateaux de télévision, il fait l'important, toute la polémique tourne autour de lui, être ou ne pas être avec M. Le Pen, on a trop parlé de lui, on a été léger en suggérant qu'il apporte de fausses réponses à de vraies questions, quand il exploite des problèmes de société au profit de son idéologie. Et il dit ensuite, voilà, il pose la question, est-ce qu'il faut lui donner la parole, pas lui donner la parole? Il explique que si on lui donne la parole, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça le sert, parce que si on lui donne la parole, il peut dérouler ses thèses. Si on ne lui donne pas, il se victimise en disant que voilà. Et puis à la fin, il dit, oublions M. Le Pen, laissons-le désormais s'épuiser dans ses petits tours de piste, sans complaisance coupable, mais sans criaillerie exagérée. Encore, cela ne veut pas dire minimiser le danger de l'extrême droite, ni abandonner l'électorat du FN, populaire, broyé par les rigueurs de la crise, ou modéré, poussé vers l'extrême droite par le rejet absolu de la gauche, encore moins renoncer à combattre, dans les faits et sans mauvaise conscience, les thèses xénophobes de M. Le Pen, mais cessons de faire la courte échelle à ce loup-garou. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a les mêmes débats 40 ans après, on a exactement les mêmes débats. Je suis allé aussi rechercher l'interview d'Anne Sinclair. Anne Sinclair, si vous vous souvenez, Anne Sinclair qui présentait 7 sur 7, la grande émission politique des années 80-90, qui elle avait toujours refusé d'inviter Jean-Marie Le Pen sur son plateau. Et elle dit, c'est intéressant, le journaliste, donc là on est en 1997. Donc déjà en 1997, le Front National a fait de bons scores, la présidentielle de 88, de 95, il n'a pas encore été au second tour, ce sera le cas en 2002. Mais alors on lui dit, alors quand remonte, quand vous avez pris la décision de ne pas inviter Le Pen à la télé, et elle dit, ça remonte à 88, à la suite d'une émission durant laquelle le président du Front National avait été particulièrement désobligeant et agressif. Je me suis dit que ça suffisait comme ça et que rien ne m'obligeait à l'interviewer, et surtout pas cette fausse objectivité dont se moquait Jean-Luc Godard lorsqu'il affirmait « l'objectivité, c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs ». Et donc, elle décide, voilà, ça. Et elle dit, moi, je n'ai pas eu envie de faire 5 minutes pour, voilà. Le problème de ça, c'est que ça, par exemple, elle a pu le faire, mais par exemple, pendant les campagnes électorales, elle a arrêté de présenter 7 sur 7, parce que là, il y a des questions d'égalité de temps de parole, et donc une émission politique se devait d'inviter Jean-Marie Le Pen. Mais elle avait pris la décision de ne pas l'interviewer, Et voilà. Mais je me souviens, pour l'avoir entendue récemment, elle a écrit ses mémoires, enfin, ses livres de souvenirs, et elle est revenue sur cette question. Et en fait 20 ans, ou même 25 ans plus tard, elle est beaucoup moins affirmative qu'elle n'est aujourd'hui, parce qu'elle se rend compte que, de toute façon, elle n'est qu'une personne, même si elle avait à l'époque un certain
certain magistère, voilà, mais elle était une personne parmi d'autres. Et de toute façon, elle se rend compte aussi que c'était pas forcément la solution. Personne n'a trouvé, la solution idéale. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous disiez, parce que ça me faisait penser à un souvenir personnel, par rapport à la vérification de l'information et tout ça. Moi, je sais que ça a été un des souvenirs les plus bizarres, en fait, de mon passage comme correspondant en Allemagne. Enfin, donc, je crois que ça remonte à 2018 ou 2019. Et je trouve que d'ailleurs, ça se passait dans le Rhénanie-Palatinat, une petite ville qui s'appelle Kandel. Vous vous souvenez? Kandel. Peut-être certains voilà, c'est une petite ville dans laquelle, alors si mon souvenir est bon, une jeune fille, je crois, une jeune adolescente, voilà, avait été poignardée par un Afghan, je crois que c'était un Afghan, enfin peu importe, un étranger, voilà. Et il y avait eu d'autres, mais ça avait été un peu une des premières, je crois, enfin en tous les cas une des premières affaires comme ça. On était juste après l'arrivée de l'AfD au Bundestag, donc 2017-2018, évidemment après la crise des réfugiés, donc voilà. Et j'étais allé faire un reportage dans cette petite ville. J'avais passé 3 jours, et notamment pour essayer de... Comment dire, parce que du coup il y avait beaucoup de manifestations, mais alors, il y avait l'AfD, mais il n'y avait pas que l'AfD, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup et qui est compliqué, c'est que quand on parle de l'extrême droite c'est facile de parler de l'AfD, mais il y a toujours des petits groupes locaux, des groupes qui se constituent sur Facebook, enfin à l'époque c'était Facebook, maintenant c'est plutôt Telegram, etc. Je me souviens notamment d'un groupe elles s'appelaient les mères allemandes, alors elles se présentaient comme des mouteurs, comme des mères qui défendaient le sang allemand, etc. C'était très très curieux. Et surtout, et ça c'est ce qui m'avait en fait le plus désarçonné en fait dans cette histoire, c'est que tout le monde me parlait à l'époque d'un professeur. Alors je ne savais pas trop qui c'était. J'ai fini par le rencontrer. Il habitait dans une petite ville voisine. Il est venu avec sa femme. On a pris un café un après-midi et c'était effectivement un professeur d'université à la retraite. Je ne sais plus de quelle discipline. D'une université voisine, enfin un vrai professeur, quoi, voilà. Et il est arrivé avec un dossier épais comme ça, des choses, une liste, alors il y avait une liste, voilà, dans telle ville, telle personne a été poignardée, c'est un musulman, c'est un Syrien, et ça, je dis, mais vous avez des sources, c'est ça, je le prenais en tant que professeur, je dis, vous êtes professeur, c'est comme ça que vous apprenez à vos élèves, enfin, c'est quoi la source, etc. Des feuilles volantes, avec un nombre de, voilà, des pages Facebook imprimées. Je dis, voilà, je vous le donne, voilà, c'est le dossier, c'est la preuve, etc. Et tout. Et en fait, ça m'avait tellement désarçonné, parce que c'était pas quelqu'un d'idiot, c'était quelqu'un de cultivé, c'était quelqu'un qui, voilà, et qui en même temps avait un raisonnement. Et en fait, c'est là où c'est terrible, enfin, quand on est journaliste, on est confronté à ça, on a beau avoir des principes, des idéaux, etc. En fait, face à ce genre de personnes, on ne peut rien faire. On est un peu désarmé parce qu'on n'a pas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été nécessaire d'être toujours sur le est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu me dis, où sont tes preuves, où sont tes sources. Aujourd'hui aussi, la AfD, elle a sa propre statistique, toujours de si quelqu'un s'il y a eu des délits, est-ce que c'est des délits commis par des gens qui ne vivent pas depuis 5 générations en Allemagne. Sauf que donc, il y a une NGO, une ONG, qui a pris cette liste pour vérifier et puis qui a vu que dans plus de 50% des cas, c'était pas dit si c'était. On parlait tout simplement, on ne parlait pas de la nationalité du délinquant, puisque la police est fédérale en Allemagne et puis les règlements sont pas les mêmes. Donc il y a des Länder qui le disent toujours, il y en a d'autres qui le disent parfois, il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas le dire justement pour ne pas déclencher des débats. Et donc il faut toujours et beaucoup plus vérifier qu'on avait l'habitude de le faire autrefois. Chez nous, dans les rédactions, on a eu beaucoup de discussions après qu'au début, on a peut-être trop couvert la AfD et on s'est dû poser la question, en fait, est-ce que
vous n'avez pas contribué à faire l'AFD plus grand qu'elle ne l'aurait été. Il y avait pas mal de collègues qui disaient, voilà, on n'en parle plus, on ne les invite pas, on ne fait pas d'interview, rien. Il faut peut-être aussi que j'explique la radio publique. Nous, mon conjoint travaille au Spiegel, que vous connaissez peut-être. Quand vous achetez le Spiegel, quand vous achetez Le Monde, vous savez où il se situe. L'audiovisuel public, il a un tout autre rôle. Et il n'a pas tellement, il n'a même pas du tout le choix de dire on ne parle pas de quelque chose. Le Monde ne le ferait pas non plus, le Spiegel non plus. Mais je veux dire, nous, notre rôle est un autre rôle. C'est de donner des informations aux citoyens pour qu'eux puissent se forger une opinion. Donc, il y avait des collègues, et ça a fait un petit peu scandale parce que les autres disaient mais non, mais vous rigolez, on ne peut pas ne pas inviter l'AFD. Mais c'était une grande discussion, on en parlait hier. Il y avait même des ministres présidents de l'Inde qui disaient non mais voilà, on les invite plus à des discussions publiques ou à des interviews pour ne pas leur présenter encore plus de plateformes pour dire leurs atrocités. Nous, on n'a pas le droit de le faire, ce qui est très bien, parce que l'AFD nous écrit, bien sûr, aussi, parce qu'ils trouvent qu'on est beaucoup trop à gauche et qu'on est beaucoup trop contre la AFD. Donc, ils nous envoient des lettres pour dire, dites-nous un petit peu les interviews les dernières 6 semaines, combien il y en a eu faites avec, il y a, comme chez Radio France, il y a l'émission du matin, qui est la plus écoutée, entre 6h et 9h, donc, où il y a les grandes interviews politiques. Quel personnage est-ce que vous avez invité de quel parti? Donc, heureusement, on n'est pas du tout obligé de faire ça dans un sens de voilà, tant d'interviews pour tel parti et tant pour tel parti. On a d'autres critères qui sont clairs, qui sont transparents. C'est le sujet, la personne qui sait en parler, qui sait expliquer des choses à la radio et le dire d'une manière compréhensible et pas trop longue, tout ça. Mais bien sûr, il court derrière pour dire on n'est pas assez couvert. À la fin, on a dit non, on les invite. Nous, on est une petite radio, mais une petite radio avec une très grande renommée. On a des journalistes qui ont assez de temps pour se préparer à des interviews, parce qu'on a dit qui peut les interviewer si ce n'est pas Deutschland Radio, où les collègues ont encore le temps de se préparer, donc pour être sûr de ne pas juste leur prêter une plateforme où ils puissent parler pendant 10 minutes et puis dire ce qu'ils veulent, et d'être si bien préparés qu'ils sachent aussi et qu'ils peuvent leur dire mais ça c'est pas du tout vrai, et là c'est quoi votre source, parce que moi j'ai une toute autre source et celle-là j'en ai jamais entendu parler. C'est pas facile. Donc maintenant il y a par exemple le collègue, on a des correspondants dans tous les 16 länder de l'Allemagne, et le collègue qui travaille en Thuringe, qui n'a pas la vie très drôle en ce moment puisqu'il y a les élections en automne en Thuringe, et c'est le land où la AFD est vraiment a été qualifié par l'Office fédéral de protection de la Constitution. Voilà, l'Office fédéral de la protection de la Constitution, qui a été classé comme d'extrême droite. Et on a le droit de le dire, parce que ça aussi, voilà, on passe la moitié de la journée pour se défendre pour tout ce qu'on n'a pas, soi-disant, qu'on n'aurait pas dû dire et dont on n'avait pas le droit de le dire. Donc ce collègue qui travaille en Thuringe, Henry Bernhard, lui il a dit de toute façon, moi je refuse. Moi, je ne demande plus d'interview à Bernd Höcke, puisque je sais ce qu'il va me présenter, ça lui servira. J'ai l'impression que ça lui servira. On va dire, voilà, il passe à la radio nationale, c'est une très bonne radio de grande renommée, donc s'il passe là, il a quand même quelque chose à dire. Et lui, il a dit, je sais qu'on ne peut pas ne pas parler de lui, de toute façon c'est dans ma déontologie de journaliste, mais moi j'ai choisi une autre approche. Je vais à des réunions de partis et à des réunions de campagne électorale, parce que là j'ai le vrai Höcke et je peux prendre le leçon quand il se présente aux gens. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise solution. C'est plus sincère. Oui. Et c'est plus clair.
Et on n'a pas l'impression qu'après, il faut expliquer pourquoi il a dit ceci, et ça ne sonne pas si mal que ça, mais c'est une atrocité ce qu'il a dit. Donc, et on a moins besoin de l'expliquer. On a le vrai hacker. Mais ça reste compliqué. Et puis, il faut vraiment être super bien préparé. Il faut veiller à la langue. Il faut expliquer pourquoi d'une presse, la presse mensongère, c'est un concept du Troisième Reich. Ce n'est pas un mot innocent. Il faut veiller aux autres mots qui sont employés toujours pour expliquer ce qui se cache derrière les mots. Et en même temps, il faut être très sobre, ce qui n'est pas toujours très facile quand on parle de l'AfD, mais il faut être très clair aussi avec les mots qu'on utilise pour dire voilà, c'est l'extrême droite, de ne pas les qualifier de droite. Là, on passe peut-être à un autre sujet, puisqu'on assiste en Allemagne à des discussions. Les Verts qui sont au gouvernement et qui vont probablement beaucoup perdre de voix maintenant pour les élections européennes. Il y a les chrétiens démocrates qui les ont qualifiés comme étant des adversaires principaux. Ce qui me semble difficile aussi parce que ça entre un petit peu dans dans un jeu de pharo. En fait, la langue devient de plus en plus une langue de combat, alors qu'on n'est pas dans un combat, on est peut-être dans une rivalité, dans une compétition, mais c'est pas une langue de combat. Et donc du coup, on a eu des énormes manifestations à Berlin il y a quelques semaines, après les événements de Potsdam, où beaucoup de gens disaient, ou portaient des pancartes qui disaient contre la droite. Où il faut bien faire attention, puisque, à mon avis, on ne peut pas être contre la droite. On n'est pas contre la gauche, on n'est pas contre la droite, on est contre les extrêmes. Donc, pour être clair et pour désigner ce qui est. Mais c'est pas facile. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, parce que toutes les discussions qu'on a, enfin, tout ce qu'on se dit là et qui est très important, concerne finalement des médias, on va dire, traditionnels. La radio, les journaux, la radio publique, etc. Et tout. Ce qui est là aussi assez vertigineux et frappant. Et de plus en plus, là c'est un souvenir que j'ai à Sonneberg. Sonneberg, je pense en Thuringe aussi. Vous savez, c'est le Landkreis, l'arrondissement, le premier qui a un Landrat, c'est l'arrondissement qui a été élu en juin dernier, il y a pile un an. Voilà. J'y suis allé deux fois et notamment, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est, alors on en a beaucoup parlé dans les médias de Sonneberg, mais bon, après, forcément, ça a un peu disparu de l'actualité. Et je pense que j'y étais retourné 4 mois après pour voir un peu comment ça s'est. Voilà. Et il y avait assez peu d'informations dans les médias, alors on en parlait assez peu. La presse locale n'est pas terrible, pas très intéressante et tout. Mais en fait, j'ai surtout découvert que pour s'informer, je mets des guillemets à s'informer, en fait, il fallait passer par des chaînes Telegram, par des choses comme ça, qui sont. Et alors là, c'est un univers parallèle, en fait. C'est un autre monde, en fait. Voilà. Et je suis désabonné depuis, mais parce que c'est 500, enfin, pas 500, c'est 40 messages par jour, des choses dont on ne sait pas d'où ça vient, c'est relayé. Et puis, alors là aussi, on s'aperçoit, c'est un côté vertigineux, c'est que dans toutes ces petites villes d'Allemagne, il y a des groupes qui sont auto-formés, alors on ne sait pas trop qui il y a derrière. Les citoyens fiers, les citoyens, voilà, enfin, bon, on devine qui y a derrière, mais tout ça n'est pas toujours très clair. Il y en a qui sont anonymes, etc. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, alors qu'on était en 2023, quand j'ai été retourné, c'est que donc il y avait le Landrat qui était là, avec pour le coup le chef de l'AfD locale,
sur une place de nuit, un peu inquiétant d'ailleurs. L'ambiance était assez électrique et ils ont parlé 40 minutes à peu près. Et sur les 40 minutes, en fait, il y a eu 30 minutes, ce qui est énorme, hein, 3/4, sur le Covid, sur le Corona. Encore 3 ans après, en fait. Et alors, les 10 minutes qui restaient, c'était sur l'inflation, toute la polémique qu'il y a eu en Allemagne, qui a aussi contribué à faire monter l'extrême droite autour des pompes à chaleur, du prix du gaz, etc., du ministre Robert Habeck, voilà, qui est vert en plus, donc c'est vraiment l'ennemi parfait. Enfin, voilà. Mais j'étais étonné que ces discussions ne prennent pas plus de place. Et en fait, tout était encore sur le Covid. Voilà, il faudrait faire un. Alors là aussi, c'est un côté. Il faudrait faire un tribunal de Nuremberg pour les dirigeants qui nous ont enfermés, qui nous ont vaccinés, etc. Et là aussi, pourquoi je pense à ça? Parce que justement, sur ces boucles Telegram, il y avait quasiment que ça. Et alors, avec là aussi, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, des sortes de pseudo-rapports scientifiques, on ne sait pas qui fait par qui, etc. Et les gens relayent ça comme preuve, et donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est là à se dire, oui, alors est-ce qu'il faut leur donner tant de paroles, tout ça, mais derrière, ils ont des moyens de propagande et voilà, qui, avec finalement nos petits, enfin, pas petits, nos grands médias, en fait, nous échappent complètement aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est très difficile, hein, je trouve. Ce qui est terrible, je ne sais pas si c'est aussi le cas en France, avec Jordan Bardella ou le Rassemblement national, c'est qu'ils s'adressent aux jeunes. Et ils font ça d'une façon très habile via des canaux TikTok, par exemple, où pareil, on était un petit peu désarmés et on a du retard. Donc maintenant, on est sur TikTok, mais bon, les élections européennes, c'est bientôt. Et c'est impressionnant ce qu'ils font là-dessus. Donc voilà, nous, on reste à la presse écrite et à la radio. C'est pas exactement le groupe cible des jeunes de 18 ans. Oui, peut-être pour vous dire, parce que moi j'ai toujours fait partie de ceux qui disaient il faut les laisser parler, il faut leur donner le temps de parole, il faut discuter avec eux, on ne peut pas ne pas en parler. Et maintenant, presque tous les 15 jours, on a une réunion pour parler comment est-ce qu'on couvre la droite, maintenant aussi bien sûr, puisque c'est l'approche des élections européennes. Et récemment, on a eu un chercheur du King's College à Londres qui rapportait quelque chose, on en avait un petit peu parlé auparavant, ce qui est encore c'est une petite étude qu'il a fait, mais qui est quand même inquiétant. Il a pris 2 personnages d'extrême droite en Australie, donc c'est pas en Europe, c'est en Australie. Il a fait faire des interviews. Une, c'était une interview classique, je te donne la parole, mais en fait, je ne suis pas super bien préparée, et puis de toute façon, toi, tu es très loquace, et puis tu parles, tu t'exprimes. Et l'autre, c'était genre interview critique avec quelqu'un du Monde, ou de Deutsche Radio, ou du Figaro, du Spiegel, donc avec des questions. Et après, il a regardé, il a posé des questions aux spectateurs, pour voir quel effet est-ce que ça a eu. Comment est-ce que vous trouvez le personnage? Comment est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? Comment il s'est présenté? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est une personne honnête? Et ce qui est effrayant, c'est que bon, pour l'interview genre plateforme, ça monte en hausse. Vraiment, il gagne en tout. Le personnage d'extrême droite, ce qui est plus inquiétant, c'est que même quand c'est une interview critique, il monte. Il monte beaucoup moins, mais il monte, puisque, c'est ce que le chercheur nous a dit, voilà, c'est genre, il apparaît dans un environnement qui est crédible et de grande renommée, le Monde, Deutsche Radio. Et là, c'était, pour la première fois, moi je me suis dit, et je vous dis, c'est l'Australie, c'est 2 personnages, donc il faudrait avoir beaucoup plus de tact et puis répéter la même expérimentation. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, dans notre traité qui porte création à Deutsche Radio, le Rundfunkstaatsvertrag, c'est bien dit qu'on ne vit pas dans un vide, mais qu'on est là pour
la démocratie, pour défendre la démocratie, l'intégration, nous, on a été créé avec l'unification de l'Allemagne, donc pour qu'on a surtout un regard pour l'intégration Est-Ouest, l'Allemagne et l'Europe. Si on fait quelque chose qui en fait nous fait faire quelque chose qui est contraire au traité d'État, puisque on participe en quelque sorte à créer des problèmes à la démocratie, est-ce qu'on doit le faire? Mais c'est très difficile aussi à discuter en public, parce que bien sûr on arrive de nouveau à ce que l'AfD va dire voilà, on ne parle pas de nous, c'est parce qu'on voudrait nous faire taire, et il se montre un petit peu enfin. C'est une question que je voulais vous poser par rapport aux règles finalement que vous avez dans l'audiovisuel public, parce que étant donné que depuis quelques années, soit l'AfD, soit des sous-organisations de l'AfD sont justement classées comme Verdachtsfall, cas suspect par le faire face une chose, l'Office de protection de la Constitution, c'est les services de renseignement intérieur. Ce qui veut dire que du coup, alors l'AfD l'a combattu auprès de la justice administrative et puis a perdu finalement à Münster ces dernières semaines, récemment. Donc les autorités sont autorisées à espionner, à avoir des taupes, à infiltrer, à écouter, etc., à le mettre sous écoute, etc. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que du coup, le fait qu'il y ait cette catégorisation officielle, est-ce que ça ne devrait pas impliquer que vous les traitiez différemment des autres partis, parce qu'ils sont considérés comme différents des autres partis par les autorités? Non, ils ont les mêmes droits en fait, les mêmes... Bonne question, mais oui, ils ont les mêmes droits puisque le processus n'est pas terminé. Si, en fait, et on y arrivera peut-être, d'interdire la AfD... Ils sont interdits. Voilà, ouais. Mais pas avant. Oui, ils sont quand même considérés comme suffisamment dangereux pour être espionnés. Mais ils ont le droit de continuer à siéger au Bundestag, oui, bien sûr. À se présenter aux élections européennes. Donc, non, on en souffre, mais non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Je voulais peut-être poser une première question et comme ça aussi un peu ouvrir la discussion avec vous. Hier, vous avez parlé de ce monde parallèle qui est informé dans les chaînes Telegram, etc. Comment, aussi bien à la Deutsche Radio ou aussi au Monde, vous avez une réflexion là-dessus, comment regagner ces personnes-là pour dire si vous voulez nous informer, c'est quand même aussi dans les médias classiques qui refusent catégoriquement là maintenant avec une presse, etc. Et surtout, est-ce qu'il y a aussi une réflexion autour de vous avez dit que c'est un retard qui a été peut-être pris dans le traitement de ce parti. Voilà, est-ce que, entre guillemets, est-ce que c'est suffisant d'être aussi présent sur TikTok ou qu'est-ce qu'il faut faire de plus et pour nous, après aussi, parce qu'on a un peu le même problème, on en discute avec les gens, on discute entre nous, on est convaincus, mais de prêcher à quelqu'un qui ne croit pas, ça va être difficile. Oui, effectivement, il n'y a rien qui est facile en ce moment, puisque oui, on est sur TikTok, mais pas comme l'AfD, il faut le dire. Et pour vous donner un autre exemple, on a quitté X, le ex-Twitter. On a été fortement critiqué par des gens qui disaient oui, d'accord, c'est devenu compliqué depuis que Elon Musk l'a restructuré. Il y a beaucoup plus de polémiques, d'insultes, il n'y a pas de vérification de ce qui est dit. Mais il faudrait qu'un acteur comme l'audiovisuel public et comme Deutschlandradio reste dessus pour qu'on ait des informations crédibles. Nous, à un certain point, on s'est dit déjà, on est petit, on n'a pas 5000 personnes pour fournir tous les canaux et pour pouvoir tous les canaux qu'il y a. Et surtout,
On est de plus en plus dans un environnement chez X où en fait on ne sait plus ce qui est crédible et non. Si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué et qui connaît Deutschland Radio, et il y a tellement d'atrocités et de choses qui sont tout simplement fausses que ça nous nuit plus d'être dans un tel environnement. Et bien sûr, on a dit, on cherche autre chose. Sauf qu'en ce moment, il n'y a pas autre chose. Là, on ne parle pas des jeunes, là, ça serait TikTok. Mais pour les autres, il y a Mastodon, il y en a, mais il n'y a rien qui ressemble vraiment à Twitter. Donc, c'est difficile. On a une radio jeune, mais c'est pas vraiment, la groupe cible n'est pas exactement ces jeunes qui passent sur TikTok et qui lisent ce qu'écrit l'AfD et qui le croient ou qui... Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part qu'il y a deux petits points, c'est que en fait, tout discours, enfin, ça je m'en suis aussi aperçu parce que j'ai fait pas mal de rencontres avec des jeunes dans des lycées, etc. et tout, et c'est toujours un peu la même chose, c'est que tout discours qui consiste à se présenter, alors moi j'arrive comme journaliste du Monde, mais bon, c'est pareil, une forme d'institution, voilà, etc. En fait, c'est très contre-productif. Parce que tout de suite, il y a une forme de suspicion, alors, les médias officiels, voilà, etc. Et tout. Donc en fait, ça n'a aucune valeur, en fait. C'est même contre-productif. Non, moi, je crois que le seul, mais c'est une banalité ce que je veux dire, et en même temps, c'est la chose la plus fondamentale, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la tâche des profs en cours d'histoire, de français, d'apprendre à analyser un document, de voir d'où vient la vérité, etc. Mais c'est un travail qui se fait sur des années, qui doit d'ailleurs se faire en dehors de l'actualité, à l'école, enfin voilà, sur des documents du Moyen-Âge, de la Révolution française ou de quoi que ce soit, mais juste pour avoir une lecture critique de ce que c'est qu'une image, de ce que c'est qu'un texte, etc. Et tout. Mais je pense que c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux, parce que là, il y a aussi quelque chose dont on n'a toujours pas parlé, mais là, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, des images générées comme ça et tout. Et là, voilà, on pense qu'on est qu'au début, justement, de tout. Et là, il y a une urgence absolue d'éducation, etc. Mais en tous les cas, vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit très conscient qu'aujourd'hui, toute personne qui se revendique d'une forme d'autorité, voilà, et c'est plutôt contre-productif pour lui parce que justement il est suspect de... Oui, je crois vraiment ce que vous venez de dire, c'est le plus important pour la démocratie aujourd'hui, à apprendre aux jeunes de lire et de comprendre si c'est vrai ou non, de voir quelles sont les sources, qui écrit quelque chose, donc quelle valeur est-ce que j'attribue à l'information que je lis. Et je me souviens, notre fils qui a 18 ans maintenant, il avait peut-être 12, 11, quand il a eu son premier portable. On était en route vers le sud de l'Allemagne, il était derrière, sur le pont derrière, et commençait à nous lire des informations qui étaient bizarres. Je dis, mais qu'est-ce que tu lis? Il me dit, des infos. Je dis, mais où est-ce que tu trouves ça? Sur mon portable. Donc, c'était un mélange d'informations qu'on lui donnait. Donc, on a commencé à discuter, voilà, mais qui est-ce qui t'écrit ça? Et donc, si tu vois, c'est un tel, donc qu'est-ce que tu en déduis? Ça, c'est vraiment extrêmement important de le faire. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces apports. Moi, je voudrais juste vous poser des questions un peu très, très basiques aussi pour enrichir un peu la discussion. C'est, au fond, qu'est-ce que l'extrême droite? Pourquoi les partis actuels ne sont pas interdits? Parce qu'on marche quand même sur la tête. Je veux dire, depuis des années, si le FN progresse, c'est bien parce qu'il est considéré comme légal. S'il était considéré comme interdit, évidemment, le problème s'est réglé. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui fait que le RN continue à monter en flèche?
je pense qu'il ne faut quand même pas sous-estimer le degré de détestation qu'il y a des élites politiques. Moi, la première, hein, je veux dire, moi, je me retrouve nulle part sur l'échiquier politique en France. Et qu'est-ce qui se passe quand les grands médias ne jouent plus de regard critique à l'égard du gouvernement? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Il y a aussi de la défiance à l'égard des médias. Donc, je pense que c'est intéressant d'analyser l'extrême droite, mais avant d'essayer de la combattre, il faut quand même essayer de balayer devant notre propre porte aussi, et d'occuper le terrain sur un certain nombre de sujets qui sont peut-être abandonnés par les partis traditionnels ou par un certain nombre de médias qui sont censés être modérés, et qui laissent le champ libre, complètement libre en fait, à l'extrême droite en France et ailleurs. C'est des questions essentielles que vous posez sur. On parlait de 10 heures, mais je pense qu'il y a eu un très bon article dans Le Monde hier sur la jeunesse et Bardella. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Un bon article, ils sont allés voir des confrères et des consoeurs à moi. Vraiment se plonger dans différentes régions, etc. Et tout. Ce qu'on en tire, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose, on peut remonter sur les origines du Front National, etc. Mais là, il se passe aujourd'hui quelque chose quand même. Hein. Il y a un phénomène qui se passe. Et moi, j'ai pu le mesurer aussi en allant dans un lycée il y a 3 mois, un lycée dans les Yvelines, pas très loin de Versailles, mais c'était pas Versailles, c'était une classe moyenne, c'était voilà, ou dans des terminales qui étaient d'un bon niveau. Il y en avait à peu près 25% ou 30% qui étaient pour Bardella. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, je venais avec... voilà, j'ai 44 ans aujourd'hui, je suis historien de formation, donc pour moi, le RN, voilà, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, voilà, vous pouvez parler de la guerre d'Algérie, de Vichy, tout ça, c'est de la préhistoire. Jean-Marie Le Pen, ça ne dit plus rien à personne. Les jeunes que vous avez en face de vous, il y en a ici, vous n'étiez même pas né au moment du 11 septembre, ça, il faut se mettre, donc voilà dans quelle époque. Et donc Bardella arrive au milieu de tout ça, il ne s'appelle pas Le Pen, il s'appelle Jordan, le nom populaire, il s'appelle Bardella, nom issu de l'immigration, donc ça brouille absolument tous les repères, et en fait, ce dont je me suis aperçu vaguement en parlant avec ces élèves et ces élèves de terminale, c'est que, mais vous pourriez en témoigner, voilà, sans doute, c'est que finalement, entre ceux qui étaient à peu près l'autre moitié de la classe, ou l'autre quart de la classe, qui étaient plutôt pro-LFI et pro-Mélenchon, ils étaient à peu près d'accord sur tout. Il y avait des différences un peu sur les questions de genre, LGBT, le wokisme, mais c'était marginal. Et en fait, des deux côtés, il y avait plutôt un rejet de ce que vous dites, des élites, de l'argent, du capitalisme, enfin quelque chose une sorte de colère sourde, de rejet, etc. Et là où, donc effectivement, là c'est la défaite des partis traditionnels, de tout ça. C'est aussi, et là je reviens à l'article auquel je faisais référence hier, ce qui est intéressant sur c'est qu'il disait aussi qu'il y a quand même, et ça je pense que c'est un point fascinant, c'est le sentiment, malgré tout, c'est pas seulement les problèmes économiques, ça compte et tout, c'est le sentiment d'abandon dans beaucoup de territoires quand même. Aussi, la fin des services publics, la fin de... Voilà, etc. L'impression d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, etc. Et, tout. Et ce qui est vrai, et ce qu'il faut absolument reconnaître, là je pense à 2 articles dans mon journal, mais pas que dans mon journal, il y en a beaucoup ces derniers temps, etc. C'est de voir qu'il y a tout un travail de présence sur le terrain qui avait pu être assuré, pas forcément avec des résultats mirobolants, c'est pas forcément que la situation allait beaucoup mieux, mais il y a quelques années ou quelques décennies par des partis, même par le Parti communiste à certains endroits, dans des banlieues, dans des quartiers populaires ou ouvriers, mais ça pouvait être par d'autres partis qui ont totalement abandonné ça. Ce qu'il disait aussi dans l'article qui était intéressant, c'est que malgré tout, sur la sur le recrutement, quand on voit aujourd'hui les 90 députés du RN qui sont à l'Assemblée, leur parcours d'une certaine façon est plus représentatif, on va dire, de la société française. Il y a moins d'énarques, il y a plus les gens peuvent dire, bah, ils nous ressemblent, voilà. Donc il y a quand même aussi une question
de représentation des élites, de qui nous représente, etc., d'identification. Et dernier point aussi, et ça c'est à mettre au crédit, hélas, de Marine Le Pen, ça, c'est d'avoir su faire monter des jeunes aussi. Et donc, auprès d'une jeunesse qui se sent, quand vous voyez un certain nombre de députés du Rassemblement national aujourd'hui sur les plateaux, c'est aussi un peu vrai chez la France insoumise, des gens qui ont 30 ans, 35 ans, etc. Donc forcément, il y a un processus d'identification qui se fait beaucoup plus, en fait. Donc il faut, je suis d'accord avec vous, interroger aussi, après, il y a d'autres raisons, et juste parce que ça c'est peut-être pour faire un peu plus débat, parce que vous serez peut-être moins d'accord avec moi, mais je pense aussi que l'une des raisons profondes, vraiment profondes, de la montée de ces partis-là, etc., c'est, on parlait tout à l'heure de la légitimation, c'est aussi la légitimation par les autres partis qui reprennent un certain nombre de leurs idées et qui installent le fait qu'ils légitiment, le fait qu'ils mettent à leur agenda les questions qui sont soulevées par les autres, et qui, à partir du moment où ils se mettent sur le même terrain, font forcément moins bien, parce qu'ils sont au pouvoir, alors donc, vous allez faire, je prends juste l'exemple récent sur la loi sur l'immigration, etc. Si on se met sur le terrain, de toute façon on est perdant quand on est au pouvoir, parce que le parti d'opposition va toujours être, il faut faire plus. Donc voilà, et on l'a vu au moment de Sarkozy. Au moment de Sarkozy, il a réussi au moment de se faire élire en 2007 en reprenant un certain nombre de thématiques de l'extrême droite, de la faire baisser la première fois, mais pas la deuxième fois. Oui, il y a un certain sentiment d'abandon et en fait, le monde est devenu terriblement compliqué. Vous avez des crises partout, on parle du climat, on parle de la question de l'immigration, on a des guerres, on a Europe, de nouveau, il y avait l'Ukraine, maintenant on a aussi Israël et Gaza, on a l'inflation qui monte, donc le sentiment d'insécurité et d'abandon monte, et il n'y a pas de réponse facile. Mais la AfD donne des réponses faciles. Et quand je désigne quelqu'un et je dis c'est à cause des immigrés que ça va moins bien ici, que la sécurité n'est plus ce que c'était auparavant, ça je le comprends, c'est facile et je sais à qui m'en tenir. Si vous commencez, et vous pouvez faire ça très bien en 140 signes sur Twitter, ça marche. Si vous commencez vraiment à expliquer, c'est long, ça devient lourd, ça devient compliqué, oui, c'est compliqué. Et vous avez raison, les médias doivent se poser des questions. Là où il y a eu un vrai changement pour les médias, c'était la question du Covid. Et la question, est-ce que vous vous mettez, qui êtes-vous? On en a énormément discuté aussi. Est-ce qu'on est dans une pandémie qu'on n'a jamais vécue, où on ne sait pas comment ça va se passer, si on va tous mourir ou la moitié ou personne? Est-ce qu'on est un genre de porte-parole du gouvernement? Est-ce qu'on est assez critique vis-à-vis des deux côtés, du gouvernement et de ceux qui disent le vaccin, ça te fait transformer en reptile? Est-ce qu'on regarde les deux côtés, ou est-ce qu'on a trop regardé d'un côté et puis pas assez de l'autre? Et ça a beaucoup changé, pour moi ça a changé un monde pour tout ce qui est la science. Puisque pour la science, auparavant, on savait, ok, la science, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des résultats que j'en déduis quelque chose. C'est clair, c'est net. C'est pas les sciences humaines où il faut interpréter. Là, c'est clair et c'est net. Et du coup, on a commencé à dire, c'est pas vrai. Et même si on disait, mais là, il y a l'étude, et tu vois qu'il a fait, et c'est un institut de grande renommée. Ah non, mais je ne crois pas. Et donc ça a vraiment changé un monde, je crois, pour le traitement de l'information. J'avais une question aussi. Est-ce que ça vous arrive d'être menacé par des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, mais là on parle de l'extrême droite quand même, par mail Et si c'est le cas, comment gérez-vous cette menace pour faire un travail de journaliste quand même, que ça n'empêche pas votre travail?
Nous, on est sur 2 sites, une à Berlin et une à Cologne. Là, non. C'est des terrains, il faut passer par une porte, et puis, non, là, non. Ils nous écrivent des lettres qui sont pas très belles, mais bon, on leur répond, on leur explique pourquoi on fait ce qu'on fait, et qu'on est d'avis que c'est bien ce qu'on fait. C'est différent. Je disais tout à l'heure qu'on a un correspondant par langue en Allemagne. Et on avait par exemple une jeune journaliste en Saxe où chaque lundi se tenaient les Pegida et ça, donc les manifestations des gens qui n'étaient pas contents. Et ça, vous l'avez peut-être vu, c'était déjà il y a au moins 5 ans, qui portaient des pancartes. C'était Angela Merkel pendue. Donc c'était assez agressif. Et là, et elle a fait une faute, la pauvre. Elle a posté sur Twitter, je crois, à l'époque, une photo où on voyait les crédits qu'il avait postés, donc son nom clair. Et du coup, elle a reçu des menaces. Et donc, elle voulait continuer son travail. Et on a fait appel à un Sicherheitsdienst, à un service de sécurité. Ouais. Sauf qu'en Saxe, vous n'êtes pas très sûr que s'il y a quelque chose qui se produit, il ne se retourne pas et vous vous retrouvez seul. Donc, ça oui. Et la semaine dernière, cette semaine, il y a 2 jours, à Weimar, on a eu une manifestation d'un podcast de notre programme jeune, un podcast qui s'appelle Eine Stunde History, 1 heure d'histoire, et qui est parmi des podcasts les plus écoutés en Allemagne, et qui est vraiment formidable. Donc, ils abordent des grands sujets comme la guerre de 100 ans et qu'est-ce que ça nous apprend sur le conflit en Ukraine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Ils sont sur scène, ils font ce podcast avec des experts. Et c'était à Weimar. Weimar se trouve, pauvre étape de Thuringe, dont on parle toujours ce soir. Et c'est pas un hasard aussi qu'il y a Buchenwald, le camp de concentration qui n'est pas très loin de Weimar. Donc ça a une histoire. Et aujourd'hui aussi, l'extrême droite y est très fortement représentée. Et donc là, pareil, on a fait appel à des hommes de sécurité qui étaient devant la porte. Et un collègue qui m'a dit ils étaient très impressionnants, je me suis sentie plus en sécurité, mais bon, voilà, beaucoup de tatouages, très grands, très larges. Mais il a dit, j'ai discuté avec eux et je me suis aperçu que, ouais. Et en fait, il n'y a rien eu, mais le souci, oui, il y est parfois. Moi, il ne m'est rien arrivé à part des insultes et tout, mais encore en français, c'est différent parce que j'avais plus d'agressivité de la part vis-à-vis de mes collègues, mes confrères allemands. Alors peut-être que les Allemands en France, aussi, côté étranger, créent une distance, peut-être moins de haine, ils ne voient pas trop ce que c'est que le monde, mais alors si c'est l'audiovisuel public, ou voilà, là, ça vient plus. Non, en revanche, sans être menacé directement, ce qui m'a quand même frappé, et ça je ne crois pas que ça existe en France, en tous les cas pas dans cette ampleur et tout, et toutes ces dernières années quand même, où je suis en Allemagne, je suis allé dans plusieurs petites villes où il y avait notamment, comme Kandel, mais d'autres, des petits faits divers et tout, où vous avez des rassemblements de nuit de gens qui font quand même assez peur, quoi, on les sent, voilà, faut pas trop rigoler, quoi, et dans des toutes petites villes, là encore en Thuringe, en Saxe, beaucoup quand même en ex-Allemagne de l'Est, et on sent qu'on est, et d'ailleurs c'est pas un hasard si dans l'actualité allemande, hélas, ces dernières années, il y a à la fois la montée donc d'une force politique parlementaire classique d'extrême droite, etc. Mais on parle aussi, et ça on en parle moins en France, encore pour l'instant, c'est de groupes très violents aussi quand même, je pense qu'il y a une violence politique
à la droite de la droite, peut-être assis à la gauche de la gauche. Ça a été le cas il y a 40 ans, à la fraction Armée Rouge, c'était plutôt la gauche, etc. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite, mais avec, et notamment ces phénomènes d'agression des élus. Il y en a en France, mais il y en a eu plus en Allemagne. Il y a eu quand même le point, c'est disons ce qu'on peut appeler un terrorisme d'extrême droite, en fait, qui a existé en Allemagne ces dernières années, entre la NSU, voilà, Hanau, l'assassinat de Walter Lübcke, le préfet de Kassel en 2019. Bon, bref, il y a aussi cette violence, ce radicalisme, et puis peut-être l'exemple, ils ne sont pas passés à l'acte, ils sont en procès aujourd'hui, c'est les Reichsbürger. Autour de ce groupe, alors il y en a qui ont plutôt envie de rigoler de ce projet de coup d'État, etc. Ils avaient quand même beaucoup d'armes déjà, ils auraient certainement raté leur coup, mais ils avaient déjà bien avancé. Et je voudrais quand même ajouter pour que vous ne partiez pas avec l'impression que tout ça se joue dans l'Allemagne de l'Est. On parlait de la Hesse, ce qui est au bon milieu de l'Allemagne, mais vous avez peut-être vu aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la petite île de la mer du Nord à Sylt, qui est une île assez cossue, connue pour des belles maisons, des gens qui sont très aisés. Il y a des clubs pour des gens aisés, donc il y avait un groupe de jeunes au Pony Club qui ont fait la fête, chemise blanche, un pull autour des épaules, jeunes, aisés, beaux, tout ça, qui ont chanté Ausländer sur un air, oui, voilà, un pauvre chanteur italien du début des années 2000, sur un air très connu, qui ont chanté, et ça s'appelle L'amour toujours, cette chanson, ils l'ont transformée en Ausländer raus, et puis ils chantent, et puis on a l'impression qu'il y en a un qui montre un petit peu la barbe de Hitler, et puis un qui montre le salut nazi. En fait, ça serait assez sarcastique de dire ça m'a plu, mais je trouvais ça très bien pour qu'on ne reste pas dans le... C'est des gens abandonnés, qui se sentent abandonnés à l'est du pays, qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Alors, je dirais, c'était jusqu'à le mot de la fin. Jusqu'à présent, un débat très très passionnant. Moi, de mon point de vue, donc un très très grand merci à Sabine Colis, Thomas Villard, pour être venu aujourd'hui, et surtout avec tous les problèmes que vous avez pu avoir si près des gens. Donc, merci à vous aussi d'être venus ce soir. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a donc l'occasion, la possibilité maintenant de continuer un petit peu d'échanger autour d'un petit verre de vin. Je vous demande juste votre contribution habituelle pour ça. Pliez votre chaise, vous la mettez contre le mur ou en ce qui reste. Merci encore une fois.